C'était une journée comme les autres. Je pensais simplement passer un moment tranquille chez moi. Mon mari était parti jouer au foot et moi, je me suis retrouvée seule avec mes pensées. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était la visite inattendue de son ami. Au début, c'était juste une conversation banale, un peu de rire pour passer le temps. Mais rapidement, l'atmosphère a changé. Je me suis sentie prise au piège, comme si un voile s'était tiré sur la réalité. Comment un simple moment de camaraderie a pu tourner au drame? Je n'ai jamais cru que je vivrais ça. Les gestes, les regards, tout a pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée. Je vous invite à ressentir cette tension avec moi. Avez-vous déjà été dans une situation où tout semblait normal, puis tout a basculé en un clin d'œil? Chaque seconde compte, chaque décision pèse. Et là, je me suis demandé, est-ce que le plaisir d'un instant peut vraiment effacer des années de confiance? La réponse est plus complexe que je ne l'avais pensé. Quand je pense à mes amis, je réalise à quel point nos interactions façonnent non seulement nos vies, mais aussi nos relations amoureuses. C'est fascinant de voir comment une simple amitié peut influencer la manière dont nous nous connectons avec nos partenaires. Parfois, les amis deviennent des confidents, partageant des secrets et des conseils sur les relations. Je me souviens d'une fois où une amie m'a aidé à comprendre ce que je voulais vraiment d'un partenaire, juste en parlant de nos expériences respectives. Ces discussions amicales ne sont pas seulement des moments de camaraderie, elles sont souvent des révélateurs de nos désirs et de nos besoins. En explorant cette dynamique, je me rends compte que la qualité de nos amitiés peut directement affecter nos relations romantiques. Si je suis entourée de personnes positives et de soutien, cela me donne une base solide pour explorer l'amour. À l'inverse, si mes amis sont constamment négatifs ou méfiants, cela peut créer des doutes dans ma propre vie amoureuse. Je pense que c'est un aspect souvent négligé, mais qui mérite vraiment d'être examiné. Il est également intéressant de noter que certaines personnes voient leurs amis comme des rivaux lorsqu'il s'agit de l'amour. Cette compétition peut créer des tensions inutiles, surtout si nos amis s'intéressent aux mêmes personnes que nous. J'ai vécu cela personnellement et cela m'a fait réfléchir sur la manière dont je devrais prioriser mes amitiés par rapport à mes désirs amoureux. La loyauté envers un ami peut parfois entrer en conflit avec les sentiments que l'on éprouve pour quelqu'un d'autre, et cela peut être un terrain délicat à naviguer. Les amitiés, en fin de compte, sont souvent le reflet de nos propres valeurs et de notre capacité à aimer. Lorsque je me sens aimée et appréciée par mes amis, cela me rend plus ouverte et réceptive dans mes relations amoureuses. Je crois que les amitiés solides peuvent fournir une sorte de modèle de ce que nous devrions rechercher dans un partenaire. En apprenant à apprécier et à respecter nos amis, nous développons des compétences essentielles pour gérer des relations amoureuses saines. Enfin, je pense qu'il est crucial de reconnaître que la dynamique des relations amicales ne se limite pas seulement à l'amour romantique. Les leçons que nous tirons de nos amitiés nous préparent souvent à des compromis, à la compréhension et à l'empathie dans nos relations amoureuses. Cette interconnexion entre amitié et amour est ce qui rend nos interactions humaines si riches et complexes. La confiance est sans doute l'un des éléments les plus précieux d'une relation. Quand je m'engage avec quelqu'un, j'attends une certaine forme de confiance, une promesse tacite que nous allons être là l'un pour l'autre. Mais qu'arrive-t-il quand cette confiance est rompue? La trahison peut laisser des cicatrices émotionnelles profondes, non seulement pour la personne trahie, mais aussi pour celui qui trahit. J'ai été témoin de cela dans ma vie, et je peux vous dire que c'est un chemin douloureux à explorer. J'ai vécu une situation où un ami proche a trahi ma confiance, et cela m'a fait remettre en question non seulement notre amitié, mais aussi ma capacité à faire confiance aux autres. Chaque fois que je me retrouve dans une nouvelle relation, je ressens cette petite voix intérieure qui me dit de rester sur mes gardes. Cette méfiance, bien que naturelle, peut être paralysante. Elle crée un cercle vicieux où l'on se protège si bien que l'on finit par se couper des autres. La trahison a aussi des implications plus larges. Elle ne touche pas seulement les individus directement impliqués, mais peut également affecter les cercles d'amis et la famille. J'ai vu des amitiés se briser à cause de la trahison, et cela laisse un vide difficile à combler.
Les conséquences s'étendent bien au-delà de l'acte lui-même, engendrant des ressentiments et des divisions qui peuvent perdurer pendant des années. Il est intéressant de noter comment la société perçoit la trahison. Dans certains contextes, elle est presque banalisée, comme si c'était une partie inévitable de la vie. Cela me fait réfléchir à la manière dont nous valorisons la confiance dans nos relations. Si nous commençons à accepter la trahison comme une norme, quelle valeur reste-t-il à la fidélité et à l'engagement? En fin de compte, je pense que la clé réside dans la communication. Aborder les sujets de confiance et de trahison avec franchise peut aider à construire une base solide dans une relation. Reconnaître que la confiance est fragile et qu'elle nécessite un entretien constant est un pas important vers des relations plus saines. J'aspire à construire des relations où la confiance est non seulement présente, mais célébrée et protégée. Le consentement est un sujet qui mérite toute notre attention. Il ne s'agit pas seulement de dire oui ou non, mais d'établir un dialogue ouvert sur nos besoins et nos limites. Dans mes interactions, que ce soit avec des amis ou des partenaires, je m'efforce toujours de clarifier ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Cela crée un espace de sécurité où chacun se sent à l'aise d'exprimer ses désirs. Il est essentiel de comprendre que le consentement peut évoluer. Ce qui me semble acceptable aujourd'hui peut ne pas l'être demain, et vice-versa. J'ai appris qu'il est crucial de rester à l'écoute des signaux de l'autre personne, car l'absence de communication peut mener à des malentendus. En abordant le consentement comme une conversation continue, nous sommes mieux équipés pour naviguer dans les complexités des relations. Lorsque je pense à mes amis, je réalise que le consentement s'étend également aux limites émotionnelles. Parfois, je me trouve dans des situations où je dois dire non à une demande, même si cela signifie décevoir un ami. J'ai compris que respecter mes propres limites est tout aussi important que de respecter celles des autres. Cela m'aide à maintenir des relations saines et équilibrées. Je crois que le consentement devrait être un principe fondamental dans toutes nos interactions, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Lorsque nous établissons des limites claires, nous montrons à l'autre personne que nous les respectons et que nous valorisons leur confort. Cela crée un climat de confiance qui peut renforcer nos liens. En fin de compte, aborder le consentement avec une attitude ouverte et honnête est essentiel. Je m'efforce de créer un environnement où mes amis et mes partenaires se sentent libres de partager leurs pensées et leurs sentiments sans crainte de jugement. Cette approche non seulement enrichit nos relations, mais elle nous aide également à grandir en tant qu'individus. Il est fascinant de réfléchir à la façon dont une trahison peut transformer notre paysage émotionnel. En tant que femme, j'ai souvent observé que les conséquences d'une trahison ne se limitent pas seulement à la douleur immédiate, mais s'étendent bien au-delà. Quand on est trahi, on ressent un mélange de colère, de tristesse et parfois de confusion. C'est comme si une partie de notre identité était remise en question. La confiance, qui avait été soigneusement construite, s'effondre, laissant place à des doutes sur soi-même et sur les autres. Je me souviens d'un moment où une amie a traversé une telle épreuve et la façon dont elle a dû naviguer à travers cette tempête émotionnelle était tout simplement déchirante. La victime d'une trahison ressent souvent un choc émotionnel. C'est un peu comme si le sol se dérobait sous nos pieds. Cette sensation d'abandon peut entraîner des crises d'angoisse, des insomnies et même des dépressions. Le processus de guérison est long et semé d'embûches. On se surprend à revivre les moments de bonheur passés, se demandant où tout a mal tourné. Ce va-et-vient entre nostalgie et douleur peut devenir épuisant. Dans ces moments, il est crucial de se rappeler que les émotions sont valides et qu'il est normal de ressentir une multitude de sentiments contradictoires. D'un autre côté, celui qui trahit ne sort pas indemne non plus. Souvent, il ou elle se retrouve face à des remords et à des sentiments de culpabilité. J'ai souvent entendu des personnes se demander comment elles ont pu faire mal à quelqu'un qu'elles aiment. Ce questionnement intérieur peut mener à une spirale de souffrance psychologique et parfois, cette personne peut même développer un comportement autodestructeur. Il est intéressant de noter que la trahison peut également entraîner une période d'introspection où la personne se demande si elle est capable de changer ou si elle est condamnée à répéter le même schéma.
Il est également important de comprendre que les conséquences émotionnelles ne touchent pas seulement les personnes directement impliquées. Elles peuvent également avoir un impact sur les amis et la famille. Lorsque des amis communs sont pris au milieu d'une situation de trahison, ils peuvent vivre un stress émotionnel, se sentant tiraillés entre deux personnes qu'ils aiment. Cela peut créer des tensions et des malentendus, ajoutant une couche de complexité à une situation déjà délicate. J'ai vu des amitiés se briser à cause de cela, ce qui est réellement triste à observer. Enfin, la guérison après une trahison est un processus personnel et unique. Chaque individu a sa propre manière de gérer la douleur. Certaines personnes trouvent du réconfort dans la thérapie, d'autres dans des cercles de soutien. Il est essentiel de respecter le temps de chacun et de comprendre que la douleur est une expérience humaine, universelle. En fin de compte, les conséquences émotionnelles de la trahison nous rappellent que l'amour et la confiance sont des éléments fragiles, mais également puissants. La communication est sans doute l'une des pierres angulaires de toute relation saine. J'ai souvent entendu qu'une bonne communication peut prévenir de nombreux malentendus, mais il m'a fallu du temps pour comprendre à quel point cela est vrai. Lorsque je pense à mes propres relations, je réalise que les moments de tension ou de conflit sont souvent dus à une mauvaise communication. Parfois, nous supposons que notre partenaire sait ce que nous pensons ou ressentons, mais ce n'est pas toujours le cas. Il est essentiel d'exprimer clairement nos besoins et nos attentes. Une communication ouverte et honnête permet non seulement d'éviter les malentendus, mais aussi de renforcer les liens. En partageant nos pensées et nos sentiments, nous créons un espace de vulnérabilité où chacun peut se sentir en sécurité pour s'exprimer. Je me souviens d'une période où j'ai décidé de parler franchement de mes insécurités avec mon partenaire, et cela a vraiment changé la dynamique de notre relation. Nous avons pu aborder des sujets délicats sans craindre de blesser l'autre, ce qui nous a rapprochés. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais aussi d'écouter. Apprendre à écouter activement son partenaire est tout aussi important que partager ses propres pensées. Cela demande une certaine pratique et un engagement à vraiment comprendre l'autre. Dans ma propre expérience, j'ai réalisé que parfois, il suffit de faire preuve d'empathie pour désamorcer une situation tendue. Être présent et attentive aux émotions de l'autre peut faire toute la différence. Cependant, il y a des moments où la communication peut échouer. Les émotions peuvent parfois être trop fortes et il est facile de tomber dans des schémas de communication négatifs, comme les accusations ou les reproches. J'ai vu cela se produire dans certaines de mes amitiés et cela a souvent conduit à des ruptures douloureuses. Il est donc crucial d'apprendre à gérer ces moments difficiles de manière constructive, en cherchant à résoudre les problèmes plutôt qu'à blâmer l'autre. En fin de compte, communication est un outil puissant. Elle peut construire des ponts ou, si mal utilisée, créer des fossés. C'est pourquoi je crois fermement qu'apprendre à communiquer efficacement est essentiel pour maintenir des relations saines et épanouissantes. C'est un processus continu, une danse délicate entre parler et écouter, entre donner et recevoir. Il est fascinant de réfléchir à la manière dont notre environnement social et culturel influence nos relations. En tant que femme, je me rends compte que les attentes et les normes qui nous entourent peuvent jouer un rôle majeur dans la façon dont nous percevons et vivons nos relations. Par exemple, dans certaines cultures, les valeurs traditionnelles peuvent dicter la manière dont les partenaires interagissent, souvent en plaçant un accent particulier sur le mariage et la famille. Cela peut créer une pression énorme sur les individus pour se conformer à des attentes spécifiques, même si cela ne correspond pas à leur véritable désir. Les médias sociaux, à leur tour, ont ajouté une nouvelle dimension à cette dynamique. Nous sommes constamment exposés à des images et des récits de relations idéalisées, ce qui peut fausser notre perception de ce à quoi une relation devrait ressembler. J'ai souvent ressenti cette pression, regardant des couples en ligne et me demandant si ma propre relation mesurait à cela. Cette comparaison peut facilement engendrer des insécurités et des doutes. Il est donc important de prendre du recul et de se rappeler que chaque relation est unique, façonnée par des expériences personnelles et des contextes différents.
Il existe également des stéréotypes de genre qui influencent nos interactions. Dans de nombreuses cultures, il existe des attentes quant à la façon dont les hommes et les femmes doivent se comporter dans une relation. Ces stéréotypes peuvent limiter l'expression authentique de soi et créer des tensions. Par exemple, les femmes peuvent être encouragées à être plus soumises, tandis que les hommes peuvent se sentir obligés de jouer un rôle dominant. Cela peut être particulièrement problématique dans les relations où l'égalité est essentielle pour un partenariat sain. J'ai souvent discuté de ces dynamiques avec mes amis et il est clair que nous devons remettre en question ces normes pour favoriser des relations plus équilibrées. Les normes sociales peuvent également influencer notre perception de la trahison. Dans certaines cultures, l'infidélité peut être considérée comme un tabou, tandis que dans d'autres, elle peut être banalisée. Cela façonne notre réaction face à une trahison et peut rendre plus difficile le processus de guérison. Par exemple, je me souviens d'un ami qui a été trahi et qui a été confronté à des jugements de la part de son entourage, ce qui a rendu sa douleur encore plus difficile à gérer. Il est essentiel de créer un espace où chacun peut parler de ses expériences sans crainte de jugement. Enfin, en réfléchissant à l'impact social et culturel, il devient clair que nous avons tous un rôle à jouer dans la façon dont nous construisons nos relations. En remettant en question les normes et les attentes qui nous entourent, nous pouvons ouvrir la voie à des interactions plus authentiques et épanouissantes. Cela nécessite une prise de conscience et un engagement à créer des relations fondées sur le respect et la compréhension mutuelle. Quand on parle de trahison, la douleur qui en résulte peut être dévastatrice. Je me souviens d'un moment où j'ai découvert une trahison dans une relation que je considérais solide. C'était comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Comment pourrait-on aller de l'avant après une telle expérience? J'ai réalisé que la récupération était un processus, non une destination. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement faire disparaître. Il faut du temps, de la patience et surtout de la volonté. La première étape vers la récupération est d'accepter les émotions que l'on ressent. Que ce soit la colère, la tristesse ou même la confusion, il est important de ne pas les réprimer. J'ai appris que pleurer, crier ou même écrire à ce sujet peut être libérateur. C'est comme si ces émotions avaient besoin d'être extériorisées pour que je puisse commencer à guérir. Parfois, je me suis surprise à parler à voix haute dans ma chambre, comme si je plaidais ma cause à un auditoire invisible. Cela m'a aidé à clarifier mes pensées et mes sentiments. Le pardon, quant à lui, est un concept complexe. On entend souvent dire que pardonner, c'est libérer l'autre personne de ses fautes. Mais en réalité, c'est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi-même. J'ai compris que garder rancune ne faisait que m'enfermer dans un cycle de négativité. Le véritable pardon ne signifie pas oublier ce qui a été fait, mais plutôt choisir de ne pas laisser cette douleur contrôler ma vie. Cela demande du temps et une profonde introspection, mais je me suis rendu compte que je devais le faire pour moi, pas pour l'autre. Une autre stratégie qui m'a aidée dans ce processus de récupération a été la mise en place de nouvelles limites. Cela ne signifie pas forcément couper tous les ponts avec la personne qui a trahi ma confiance. Parfois, il est possible de reconstruire une relation sur des bases nouvelles, mais cela nécessite une communication claire et une volonté d'être transparent. J'ai appris à exprimer mes besoins, à dire ce qui était acceptable pour moi et ce qui ne l'était pas. Cela a été un exercice d'affirmation personnelle qui a renforcé ma confiance en moi. Enfin, j'ai découvert que la récupération est aussi une question de redécouverte de soi. Après une trahison, on peut se sentir perdu, comme si l'on ne savait plus qui l'on était sans l'autre. J'ai commencé à explorer mes passions, à me reconnecter avec mes amis et à redéfinir ce que je voulais dans mes relations futures. Cela m'a permis non seulement de guérir, mais aussi de grandir. J'ai compris que chaque expérience, même la plus douloureuse, peut être une opportunité de transformation personnelle. Un des aspects les plus cruciaux dans les moments difficiles, comme après une trahison, est le soutien émotionnel. Je me souviens d'avoir été entourée de mes amis et de ma famille pendant cette période. Leur présence a été comme un bouclier contre la douleur.
parfois il suffisait d'une simple conversation pour me rappeler que je n'étais pas seule dans cette épreuve. Le soutien social est un pilier fondamental dans la guérison. Il nous rappelle que nous sommes aimés et que notre valeur ne dépend pas des actions d'une autre personne. Il est essentiel de choisir les bonnes personnes autour de soi. Je pense à mes amis qui ont toujours été là, ceux qui m'ont écouté sans jugement. Parfois, il est difficile de parler de ses blessures, mais avoir des amis qui savent écouter peut faire toute la différence. Ils m'ont apporté des conseils, mais surtout, ils m'ont permis de pleurer sans me sentir mal à l'aise. Cela m'a aidé à libérer mes émotions et à avancer un pas à la fois. La famille, de son côté, a également joué un rôle majeur. Bien que parfois il puisse y avoir des tensions, leur soutien inconditionnel m'a donné la force de continuer. Chaque fois que je me sentais abattue, un simple appel ou une visite pouvait raviver mon moral. Il est incroyable de voir à quel point l'amour familial peut être réparateur. Cela m'a rappelé que, malgré la douleur de la trahison, il y avait encore des personnes qui se souciaient profondément de moi. Il est également important de se rappeler que le soutien peut venir de sources inattendues. J'ai commencé à fréquenter un groupe de soutien où les gens partageaient leurs expériences. Entendre d'autres personnes raconter leurs luttes et leurs victoires a été incroyablement inspirant. Cela m'a fait réaliser que je n'étais pas seule et que d'autres avaient traversé des épreuves similaires. Cela m'a donné un sentiment de communauté et d'appartenance, quelque chose de précieux dans des moments de crise. Enfin, j'ai appris à être mon propre soutien. Cela a été un processus long, mais j'ai commencé à m'écouter davantage. Je me suis inscrite à des activités qui me faisaient du bien, comme le yoga et la méditation. J'ai compris que prendre soin de soi est essentiel, surtout après une trahison. En cultivant une relation positive avec moi-même, j'ai pu renforcer ma résilience face à l'adversité et avancer avec un cœur plus léger, prêt à accueillir de nouvelles expériences. Je me souviens encore de ce moment où tout a basculé. Mon mari pensait qu'il n'y avait aucun risque en allant jouer au foot avec ses amis. Mais qui aurait cru que son meilleur ami, celui en qui j'avais une confiance aveugle, profiterait de cette occasion pour franchir la ligne? C'était comme un cauchemar éveillé. Je me suis retrouvée à jongler entre la colère, la trahison et la douleur. Comment ai-je pu laisser cela se produire? Mais ce n'est pas seulement mon histoire. Cela pourrait arriver à n'importe qui. Pensez-y un instant. Avez-vous déjà ressenti ce même sentiment de trahison, cette boule au ventre, cette confusion? Nous avons tous des amis, des proches, et parfois, ils ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. Alors, que feriez-vous si vous étiez à ma place? Est-ce que vous confronteriez votre partenaire ou garderiez-vous le silence? N'oubliez pas, les drames de la vie ne se limitent pas à des histoires de fiction. Ils peuvent se produire juste sous nos yeux. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été témoin d'une trahison inattendue? Comment avez-vous réagi? Votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à faire face. Restons connectés et parlons-en ensemble.